Nous sommes face à un changement de paradigme qui inaugure une nouvelle ère économique. Voilà ce qu'a expliqué Howard Marks, le président de la société de gestion d'actifs Oaktree, dans sa dernière communication. Il est renommé pour son expertise en obligations d'entreprise et surtout en macroéconomie, non pas la macroéconomie. La macroéconomie, c'est l'étude des politiques économiques, à tel point d'ailleurs que Warren Buffett aurait déclaré lire ses mémos en priorité dès qu'il les reçoit. Et donc, si c'est bon pour Warren, c'est bon pour nous. Alors, de quel changement radical parle-t-il exactement? Eh bien, c'est la fin des taux d'intérêt bas. Ça faisait plus de 40 ans que nous avions des taux d'intérêt bas, pour ne pas dire négatifs. Mais en 2021, les banques centrales, comme la Fed et la BCE, ont mis fin à cela pour lutter contre l'inflation, ce qui a fait dire aux optimistes qu'une fois que l'inflation serait sous contrôle, les taux d'intérêt retrouveront leur niveau avantageux. Pour Howard Marks, il n'en est rien et il n'est pas le seul à le penser, puisque Ray Dalio, le directeur de Bridgewater, s'est lui aussi exprimé à ce sujet, et quand Ray parle, on écoute. La fin des taux bas, qu'est-ce que ça change pour vous? Quels sont les investissements à privilégier? Quelles conséquences pour l'immobilier? Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. On a un programme sympa. Et si tu veux apprendre davantage sur l'investissement, consolider ta liberté financière, tu trouveras en description le lien vers ma newsletter gratuite où je partage mes idées et mes découvertes que tu ne verras pas ailleurs. Bon, sans transition, les mois écoulés sont assez chargés en actualité économique. Guerre, inflation, questions énergétiques, écologiques, tout ça rend l'environnement économique très incertain. Mais revenons plus en arrière sur les grands tournants qu'a vécu le monde économique, parce que il se passe une chose aujourd'hui, c'est que si vous êtes un adulte depuis 2008 ou plus, eh bien en réalité, vous n'avez connu qu'un seul monde, celui des taux bas, de la planche à billets et d'un marché boursier qui monte. Oui, même si techniquement il y a eu des baisses. Mais globalement, c'est le monde que vous avez connu. À tel point que certains gestionnaires de fonds disent qu'il faut se méfier de tous les investisseurs ou les gestionnaires ayant moins de 40 ans ou étant peu curieux de nature, parce que le monde vient de changer et ils n'ont jamais vécu ça, ils ne sont pas prêts. Cela fait 53 ans qu'Howard Marks opère dans le monde de l'investissement. Il a vu passer un certain nombre de cycles économiques, de bulles et de cracks, mais il n'a vu en fait que 2 changements de paradigme dans toute sa carrière, et il pense que nous sommes en train de vivre le 3e. La situation initiale, je vous l'explique, c'est qu'en 1969, les banques qui faisaient de la gestion d'actifs investissent uniquement dans ce qu'on appelait les Nifty 50, c'est-à-dire les 50 grandes capitalisations boursières, considérées comme étant de qualité, fiables, et puis à même de traverser des crises sans s'effondrer. Elles étaient du coup négociées à des valorisations élevées. Ça se voyait au fameux ratio PE, le PE ratio, qui était inhabituellement haut, qui pouvait dépasser 50. Donc on pense à des boîtes comme Xerox, IBM, Polaroid, Coca-Cola, Disney ou d'autres. Les investisseurs partaient du principe que ces entreprises constituaient de bons placements, quel que soit leur prix, et parce que leur valorisation ne pouvait aller qu'en augmentant. Pourtant, il y a eu le crack de 1973 et l'indice des Nifty 50 enregistre d'importantes pertes et performe en dessous du S&P 500, donc de la moyenne du marché américain. Du coup, tout le monde comprend que ces entreprises de qualité ne suffisent pas, mais qu'il faut aussi les acheter à bon prix. Et sur le marché obligataire dont Marks était un spécialiste, les gestionnaires d'actifs ne pouvaient investir que dans des titres dont la notation par les sociétés comme Moody's ou Standard & Poor's se situait entre triple B et triple A, c'est-à-dire les meilleures qualités. Le but, c'était d'éviter le risque à tout prix. Donc le premier changement de paradigme qui a lieu, c'est dans le milieu des années 70, sous l'impulsion de banquiers d'affaires comme Michael Miken. Leur raisonnement est simple. En fait, les obligations d'entreprise mal notées peuvent quand même constituer de bons investissements. Il suffit pour cela que le rendement obligataire soit tel qu'il compense le risque de défaut de paiement. Donc on passe donc d'une stratégie d'investissement qui cherche à tout prix à éviter le risque à une stratégie qui repose sur une analyse risque-rendement. Donc c'est le premier changement de paradigme. Lorsque Marks a commencé à investir dans ces obligations pourries, les fameux junk bonds, en 1978, c'était un marché qui valait 2 milliards de dollars. Aujourd'hui, c'est 1600 milliards de dollars. Cette évolution a donné lieu à plein de nouveaux supports d'investissement comme les distress debt, les dettes décotées, les titres adossés à des créances hypothécaires, les prêts structurés, les prêts privés. C'est les débuts de la finance plus créative liée à la dette. À peu près à la même époque, suite au choc pétrolier, les États-Unis entrent dans une spirale inflationniste prix-salaire. Et Paul Volcker, qui est à la tête de la Fed à l'époque, prend la décision d'augmenter les taux des obligations d'État à 20% pour lutter contre l'inflation, et ça marche.
À partir de 1983, la Fed commence à abaisser ses taux en dessous de 10 puis en dessous de 5%. Et c'est le deuxième tournant dans la carrière d'Howard Marks, un environnement d'investissement où les taux d'intérêt sont de plus en plus bas et qui durera 40 ans. Ces deux tournants ont lieu l'un à la suite de l'autre, créant un environnement propice au marché boursier, comme le montre le taux du rendement annualisé du S&P 500 entre 1982 et 2022, qui est de 10,3% par an. Marx compare la baisse des taux d'intérêt au tapis roulant qu'on trouve par exemple dans les aéroports. Si au lieu de rester immobile dessus, vous marchez, en fait vous allez avancer beaucoup plus vite que si vous marchiez sur le sol normal. Votre vitesse est augmentée par celle du tapis. Et de la même manière, les taux d'intérêt bas ont boosté toutes les classes d'actifs. Et d'ailleurs, j'ai pu discuter avec des investisseurs immobiliers qui sont présents sur le marché depuis plus de 20 ans et qui m'ont dit que la baisse des taux d'intérêt qui est intervenue à cette époque a été pour eux une source d'enrichissement incroyable puisqu'ils ont pu tout simplement renégocier tous les prêts qu'ils avaient en cours à des taux inférieurs à ceux qu'ils avaient contractés au départ, en conservant des prix auxquels ils avaient acheté qui étaient évidemment plus bas que lorsque les taux avaient monté, et donc ils en ont largement bénéficié. 2021 est marqué par l'arrivée de l'inflation, trop d'argent à dépenser après le Covid, pour trop peu de biens et de services disponibles et tous les problèmes que vous connaissez. Pensant l'inflation temporaire, les banques centrales continuent leur politique de taux bas, injectent encore de l'argent dans une économie stimulant davantage une demande déjà élevée. Et puis en fin d'année, elles ralentissent le fameux assouplissement quantitatif, puis elles relèvent les taux directeurs. Et l'inflation, à ce moment-là, n'est plus jugée temporaire. La guerre en Ukraine ne fait qu'aggraver cette situation, l'inflation atteint son niveau le plus élevé depuis 40 ans. L'augmentation des taux directeurs entraîne la chute des marchés boursiers et obligataires, et les valeurs qui avaient le mieux performé en 2021 et 2020 accusent les plus grosses baisses. On pense notamment à la crypto ou aux valeurs technologiques. Le risque de récession affecte le moral des investisseurs et leurs décisions. Par exemple, on voit la chute du S&P 500 sur les 9 premiers mois de 2022. Les banques doivent relever leurs taux également, rendant le financement plus cher et compliqué. L'argent facile, c'est terminé et il sera aussi plus difficile pour les entreprises médiocres de survivre. Il y a encore un an, les obligations à haut rendement proposaient des rendements entre 4 et 5% et c'était pas suffisant pour les institutions qui avaient besoin de 6 à 7%. Et bien aujourd'hui, cela offre du 8%, c'est-à-dire au niveau finalement des marchés boursiers actions. Et c'est là le troisième tournant. On passe d'un environnement caractérisé par des taux bas à des rendements obligataires bas, à un environnement où les taux remontent et où les obligations sont aussi performantes que les actions. Et la conséquence directe que tout le monde voit, ce sont l'augmentation de taux pour les prêts immobiliers avec parfois des offres affichant 3% ou plus. Alors, ça fait peur à beaucoup de gens, mais en fait, on est à peu près au niveau des prêts de 2015. Et surtout, il y a un effet cliquet avec l'inflation qui fait que les prix ne redescendent pas toujours au niveau d'avant inflation, même lorsque les raisons de l'inflation ont disparu. Et côté immobilier, l'augmentation des taux comprime le budget des emprunteurs, mais on est loin d'une révolution à ce jour. Pour surveiller les entreprises cotées qui investissent dans l'immobilier, la plupart ont évidemment anticipé tout ce qui est en train de se passer. Elles ont renégocié leurs dettes à des taux très intéressants. Elles l'ont verrouillé pour plusieurs années afin de maîtriser cet aspect des choses, tout en ayant de l'autre côté des bons taux de remplissage, des loyers qui ont progressé pour évidemment les meilleurs actifs. Et donc, les meilleures d'entre elles sont en très bonne posture. On peut donc penser que l'inflation ralentit et qu'une fois qu'elle sera sous contrôle, les banques centrales abaisseront les taux pour revenir à 2% ou moins. Il y aura alors un retour à cette période bénie de taux bas, mais ce n'est pas l'avis de Howard Marks et ce n'est pas le mien non plus. Il considère que l'inflation va se résorber progressivement, notamment au fur et à mesure que l'épargne sera dépensée, que l'offre et la demande s'adaptent, mais que avant de lâcher du lest, les banques centrales vont vouloir consolider l'inflation autour de 2% et s'assurer que même que la mentalité inflationniste est bien éteinte. Et elles doivent aussi essayer un petit peu de sauver la face parce qu'elles s'étaient un petit peu trompées sur la période 2020-2021 au sujet de l'inflation. Donc elles vont commencer par ralentir le rythme auquel elles augmentent les taux d'intérêt et puis elles vont revenir à un taux dit neutre, c'est-à-dire entre 2 et 4%. Ici, Marx a une autre métaphore intéressante. Des taux d'intérêt de 0 à 2%, c'est des mesures d'urgence
comme par exemple de l'adrénaline en cas de choc anaphylactique. Ça ne veut pas dire qu'une fois rétabli, on va continuer de se shooter à l'adrénaline et donc ils pensent que c'est fini. Les investisseurs peuvent désormais obtenir de beaux rendements avec des instruments de crédit qui sont moins risqués. Il explique d'ailleurs comment il choisit les entreprises en difficulté dont il achète la dette. Il s'agit des entreprises qui ont malgré tout un bon business model, qui ont une marge pour pouvoir traverser les crises et dont la dette peut être rachetée à un prix raisonnable. Les grands gestionnaires d'actifs vont devoir aussi revoir leur stratégie d'investissement car ce qui a très bien performé ces 40 dernières années et particulièrement ces 13 dernières années ne va plus aussi bien marcher dans cette nouvelle ère. Et ça, c'est notamment ce qu'on aborde, ce qu'on discute dans mon club privé où je partage mes recherches, mes idées sur ce sujet au fil de l'eau. Lien en description si ça vous intéresse. Et Ray Dalio partage également ce point de vue. Howard Marks n'est pas le seul à affirmer qu'on assiste à un changement de paradigme. Ray Dalio, aussi le fondateur du plus gros hedge fund au monde, le dit. Il a partagé une analyse très détaillée de la situation dans sa newsletter. D'ailleurs, je vous mets le lien dans la description. Il conclut, Ray Dalio, que le paradigme où les banques centrales donnaient de l'argent et du crédit gratuitement, ou presque, a pris fin en mars 2022 avec le début du resserrement. On se retrouve donc dans un nouveau paradigme, encore une fois d'après lui, où les banques centrales vont s'efforcer de trouver un équilibre pour que les taux d'intérêt soient suffisamment hauts pour satisfaire les prêteurs, mais pas trop haut au point de rendre inaccessible le crédit aux emprunteurs. Et pour lui, c'est un équilibre qui est difficile à trouver et qui va se traduire par une croissance plus lente et une inflation plus élevée que souhaitée, ainsi que des rendements réels plus bas que prévu pour la plupart des classes d'actifs. Encore une fois, je mets le lien vers l'analyse de Ray Dalio en description, tout comme celle d'ailleurs du mémo de Howard Marks. Si vous voulez les consulter. Ce qui est vraiment intéressant dans l'analyse de Dalio, c'est qu'il approfondit aussi les raisons pour lesquelles on ne reviendra pas au taux d'intérêt bas selon lui. Typiquement, vous connaissez le cycle court de la dette, c'est-à-dire récession, du coup création de dette pour relancer l'économie, ça engendre des bulles et de l'inflation. Pour lutter contre l'inflation, on resserre le crédit, ça affaiblit l'économie jusqu'à la récession, et ainsi de suite. On répète, on rase, on répète. Ce cycle court de la dette, c'est entre 3 et 9 ans, et donc si on s'en tient à cela, on pourrait penser que progressivement, on va avancer dans le prochain cycle du même type. Mais ça serait ignorer l'étape dans laquelle se trouve le cycle long de la dette, qui dure, selon lui, entre 50 et 100 ans. Donc, au sein d'un cycle long de 50 et 100 ans, il y a plusieurs cycles courts qui se répètent, qui se caractérisent par de l'accumulation d'actifs et de passifs de dette. Et quand cette accumulation finit par atteindre des montants ingérables qui conduisent inévitablement à une monétisation en masse de la dette, à une restructuration de la dette, on rentre dans une période de turbulence. Et donc voilà, d'après lui, on se trouve à la fin de ce cycle long de 50 ou 100 ans. Et donc, on est dans les dernières phases. Il estime qu'on se trouve à 85% du cycle et qu'il y a 60% de chances pour qu'une restructuration massive des actifs et des passifs dans les devises les plus importantes ait lieu dans les 10 prochaines années. C'est pour ça qu'il va être d'autant plus difficile de trouver un taux d'intérêt neutre, pour reprendre l'expression de Howard Marks. Et clairement, 0%, c'est pas neutre, puisque c'est un taux qui favorise les emprunteurs comme vous et moi qui avons acheté massivement de l'immobilier grâce à cela. Alors, quand a commencé ce cycle long de la dette, d'après Ray Dalio, il a commencé en 1945 et il s'est développé sur 4 politiques monétaires différentes. Donc la première phase, c'est 45 à 71 suite à la guerre, et pendant cette période, les États-Unis reprennent le lead sur le monde, émettent de la dette pour financer la guerre du Vietnam et plein d'autres choses. Et au bout d'un moment, les emprunteurs se méfient, ce qui les mène à mettre fin à l'étalon or avec les accords de Bretton Woods qui changent le monde, la face du monde, puisque les emprunteurs deviennent favorisés et le pays entre à ce moment-là en récession. Deuxième phase, c'est 71 à 2008 avec une monnaie dite fiduciaire, la politique monétaire, l'obsession avec les taux d'intérêt, les banques centrales qui pilotent l'économie, qui stimulent ou qui ralentissent l'économie, tout ce que l'on connaît en fait avec les cycles courts que je viens d'évoquer. Puis en 2008, la crise qui frappe, les subprimes, les banques centrales sont déjà au taquet, elles ont utilisé tous les outils en leur possession, elles inventent un nouvel outil, c'est la politique monétaire, les fameux quantitative easing ou assouplissement quantitatif, ou autrement dit, la planche à billets. C'est un petit peu l'outil qu'elles nous ont sorti de derrière les fagots et qu'elles utilisent à ce moment-là parce qu'elles ont aucune autre possibilité.
Et d'après Ray Dalio, c'est la première fois qu'on imprime autant d'argent depuis 1933. C'est pas un hasard. Du coup, le prix des actifs augmente, les rendements diminuent, et puis on a des cycles courts qui se succèdent pendant cette période, avec à chaque fois des montants toujours plus élevés de création et de monétisation de dettes. Et donc d'après lui, depuis 2020, on est dans une quatrième période avec une monétisation importante de déficit, financé encore une fois par les banques centrales, qui impriment de l'argent, qui achètent la dette des États, avec des taux qui sont complètement aberrants par rapport à ce que devrait être une économie dite saine. On a vu comment les gouvernements s'étaient de plus en plus endettés à des niveaux devenus ingérables, et puis ça nous mène à deux constats. Le premier, c'est que les banques centrales ne vont pas pouvoir augmenter les taux d'intérêt autant qu'il le faudrait peut-être pour enrayer l'inflation, car si elles font ça, elles augmentent le coût de leurs dettes et du coup les États seraient donc en faillite. On estime qu'à des taux de 5 à 6%, ce serait le cas. Deuxième problème, on l'a vu, c'est qu'il n'y a pas assez de demandes d'autres pays pour acheter les actifs de dette, parce que oui, c'est bien beau d'imprimer de l'argent et de vendre des obligations d'État, mais il faut bien que des gens les achètent. Donc ça contraint les banques centrales à imprimer de l'argent pour acheter elles-mêmes ces actifs. Alors pourquoi ce désintérêt pour les obligations d'État américaines et européennes? Ray Dalio en parle dans son analyse. Déjà, il dit que les gouvernements se sont endettés massivement et il n'y a tout simplement pas assez de demandes naturelles pour absorber autant de dettes. Un autre motif, c'est que les pays étrangers veulent se sécuriser en se diversifiant. Troisième raison, c'est la Chine qui est un partenaire commercial de plus en plus important et donc les actifs américains et européens sont en concurrence avec les actifs chinois désormais. Enfin, il y a la période de la saisie des actifs des oligarques russes qui a sapé la confiance dans les pays étrangers envers l'Occident qui n'offre plus la sécurité juridique et donc les actifs perdent de l'intérêt. En France, on a notamment Charles Gave qui fait un constat similaire. La dette française est à environ 125% du PIB et la moitié, donc 1200 milliards, est détenue par des étrangers, typiquement les pays qui ont des comptes courants excédentaires comme l'Allemagne d'autrefois, c'est-à-dire la Chine, les pays producteurs de pétrole, les pays industriels d'Asie du Sud-Est. Ces pays ont voulu se bâtir une rente pour le futur et ce faisant, ils ont financé nos déficits extérieurs, ce qui nous a permis de vivre au-dessus de nos moyens. Mais la guerre en Ukraine a révélé entre autres que les pays européens n'ont plus d'armée, ce qui est inquiétant quand on a de nombreux actifs dans un pays en Europe. Les pays européens ont complètement raté leur reconversion énergétique puisqu'ils retournent à toute allure au charbon. Et puis de l'autre côté, tous les pays hors Occident ne sont pas du tout obnubilés par la transition écologique et donc ils ne subissent pas du tout tous les coûts associés à cette démarche. Le coût du travail en Europe, c'est parmi les plus élevés du monde. Les réglementations sont parmi les plus compliquées du monde. L'endettement des pays est extrêmement élevé. La démographie est très mauvaise. Donc c'est beaucoup de facteurs, en plus de la question de l'état de droit que j'ai évoqué sur les actifs russes qui ont été saisis sans décision de justice, qui détournent les investisseurs étrangers de la dette des pays européens. Alors vous voyez, on est dans une situation où finalement l'Occident est un petit peu sur le déclin, n'a plus vraiment de ressources, et de l'autre, on a un pays comme la Chine qui commence à prendre son essor, son envol, et qui lui n'a pas monétisé sa dette, il faut le rappeler, lui pendant le Covid, ils n'ont pas imprimé d'argent, donc ça donne une plus grande confiance paradoxalement dans les obligations d'État chinoises que dans les obligations d'État des pays européens. Et on le voit sur la performance des obligations quand on les compare l'une à l'autre. Et donc, où est-ce que tout ça nous mène? Eh bien, selon la personne au pouvoir, Charles Gave prédit soit un scénario de confiscation et de nationalisation comme au Venezuela, un scénario avec intervention du FMI et dévaluation interne, parce que l'euro bloque la dévaluation, comme l'a fait notamment la Grèce ou l'Italie, ou alors un retour au franc. Et tous ces scénarios ont un point commun, ça ne va pas être très agréable. Alors que devez-vous faire face à tout cela? Déjà, le premier truc, c'est de ne pas paniquer, ça reste la base. Ensuite, il va falloir être encore plus prudent sur la qualité des actifs que vous achetez, éviter les paris, éviter la surexposition à des facteurs extérieurs. Comme depuis des années, on va éviter tout ce qui est lié à la dette de l'État, donc notamment l'assurance vie et son fonds euro. Dans un portefeuille long terme, comme je l'explique dans PLF, c'est la partie or qui va jouer son rôle de valeur de réserve à plein pendant les années à venir. En bourse, on va privilégier les entreprises qui peuvent répercuter l'inflation, comme dans la santé ou dans l'énergie, ainsi que les entreprises qui ont du cash ou qui sont les plus rentables, par exemple les champions nationaux internationalisés qui sont indépendants de l'État.
Et côté immobilier, eh bien, j'ai déjà donné une analyse dans une vidéo précédente. Je n'ai pas changé d'avis pour l'instant. Je pense que ça reste un actif de référence, un bon moyen de se créer du patrimoine avec l'aide de la banque et qu'il faudra évidemment être d'autant plus prudent désormais. Les amateurs n'ont plus leur place. Il est tout à fait possible que le marché corrige de 10 ou 20% à certains endroits, mais globalement, si vous faites bien les choses, vous gagnerez quand même de l'argent selon moi. D'ailleurs, si je trouve une bonne affaire en ce moment, je ne me priverai pas évidemment de l'acheter. Pour les plus inquiets d'entre vous, il faut diversifier davantage, s'exposer peut-être plus aux BRICS qui détiennent l'essentiel de l'énergie et des ressources naturelles. Et puis pour finir, je pense qu'il ne faut pas non plus sous-estimer la capacité de l'Occident à innover ou à enfoncer les autres pays si elle devait en arriver là pour maintenir son hégémonie, ce qu'elle a déjà fait à maintes reprises dans le passé. Voilà des éléments de réflexion. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça. On en parle en description. Portez-vous bien. Bon investissement à tous. Salut.